Madame, on vous écoute. Alors, nous en sommes donc au digeste 19.4, De Rerum Permutatione. Paul au livre 32 sur l'édit. Je lis le Principium. Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx. At in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt praestationes. Emptor enim nisi numos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque si evictares non sit, nihil debet. In permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri oportet, si merx neutrius. Sed cum debeat et res et pretium esse, non potest permutatio emptio venditio esse, quoniam non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis. Alors, sicut vendere, de même que vendre, aliud est une chose, aliud emere, sous-entendu est, acheter est autre chose, alius emptor est, l'acheteur est l'un, alius venditor est, le vendeur est l'autre. Ita ainsi, pretium aliud est, le prix est une chose, aliud merx, la marchandise en est une autre, at, mais, in permutatione, dans l'échange, discerni non potest, on ne peut pas distinguer, uter emptor sit, lequel est l'acheteur, vel, ou, uter venditor, sous-entendu sit, lequel est le vendeur. Multumque differunt praestationes, et les prestations diffèrent beaucoup. Emptor enim, l'acheteur en effet, nisi numos accipientis fecerit, s'il n'a pas rendu les pièces de monnaie de celui qui reçoit, tenetur ex vendito, est tenu par l'action de vente, venditori sufficit, il suffit au vendeur, se obligare de s'obliger, ob evictionem pour l'éviction, possessionem tradere, à livrer la possession, et purgari dolo malo, et à être purifié de tout mauvais dol, itaque ainsi, nihil debet, il ne doit rien, si res, si la chose evicta non sit, n'a pas été évincée. Vero, mais, in permutatione, dans l'échange, si utrumque, si l'un pretium est et le prix de l'autre, oportet, il faut rem fieri que la chose devienne, utriusque, celle de l'un et de l'autre, si merx, si c'est une marchandise, neutrius, d'aucun des deux. Sed cum, mais puisque, esse debeat, il doit exister, et res et pretium, et une chose et un prix, permutatio, l'échange, non potest, ne peut pas, emptio venditio esse, être un contrat de vente, quoniam, parce que, non potest, on ne peut pas, inveniri quid eorum, trouver lequel d'entre eux, merx sit est la marchandise, et quid pretium sit, et lequel est le prix, nec ratio patitur, et la raison ne permet pas, ut que, una eademque res, une seule et même chose, et veneat, et soit vendu, et pretium sit emptionis, et soit le prix de l'achat. Merci. Est-ce que je lis la phrase entièrement ? Si vous l'avez, oui, ça serait bien. Ça ressemble pas à grand-chose, mais... De même que vendre est une chose et acheter en est une autre, l'un est l'acheteur et l'autre est le vendeur. De même le prix est une chose et la marchandise en est une autre. Or, dans l'échange, il n'est pas possible de distinguer lequel des deux est l'acheteur ou lequel est le vendeur, et les prestations diffèrent grandement. L'acheteur, en effet, s'il n'a pas transféré la propriété des pièces de monnaie à celui qui les reçoit, est tenu par l'action de vente,
Au vendeur, il suffit, en raison de l'éviction, de s'obliger à livrer la possession et de garantir l'absence de mauvais dol. Ainsi donc, si la chose n'a pas été évincée, il ne doit rien. Dans l'échange, en revanche, si chacune est le prix de l'autre, il faut que la chose devienne celle de l'un et de l'autre. Si c'est une marchandise, d'aucun des deux. Mais puisqu'il doit y avoir à la fois une chose et un prix, l'échange ne peut pas être un contrat de vente, parce qu'on ne peut pas déterminer laquelle d'entre elles est la marchandise et laquelle est le prix. Et la raison ne permet pas qu'une seule et même chose soit à la fois vendue et soit le prix de l'achat. C'est un paragraphe qui exprime une très longue discussion chez les juristes romains visant à faire une différence entre la vente et l'échange. Et la dispute avait porté sur le critère de distinction entre la vente et l'échange. Et l'opinion dominante, qu'on trouve plusieurs fois dans le digeste, c'est que pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait deux choses séparées: la chose objet du contrat et le prix en argent qui est l'équivalent de la chose qui change de propriété. Dès que ce prix n'est pas en argent, on entre dans un autre cadre juridique, dans le cadre de l'échange. Ça a apparemment beaucoup occupé la jurisprudence romaine pendant des siècles et des siècles, et le digeste, au fond, ne reproduit l'opinion qu'il a finalement portée, l'opinion qui a été canonisée en dernière analyse par les compilateurs de Justinien, et qui est que pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait un prix en argent. C'est un des critères essentiels de la définition de la vente. Alors, les arguments sont pas nécessairement convaincants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Ils cherchent à, au fond, convaincre, après la bataille, en réalité, que le parti qui a gagné avait raison. Donc, c'est pas d'une clarté limpide, hein, mais on voit quand même la règle. Il y a une expression difficile, là, nisi numos accipientis fecerit, donc c'est l'obligation de l'acheteur, l'obligation qu'a l'acheteur de payer un prix en argent, et c'est s'il n'a pas rendu la somme d'argent, numos, la propriété du vendeur. Oui. On pourrait dire s'il n'a pas transféré la propriété de l'argent au vendeur. C'est un peu ça, c'est difficile à Oui, le verbe factio, c'est faire en sorte que l'argent devienne la chose de l'acheteur, enfin de celui qui le reçoit. Merci, on va passer au suivant. Paragraphe 1. Unde si eares, quam acceperim vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem respondetur. Unde, d'où, c'est pourquoi, si eares, si cette chose, quam acceperim vel dederim, que j'ai reçu ou donné, postea par la suite, evincatur est évincé, respondetur, il est répondu que, in factum actionem, une action in factum, dandam, doit être donnée. Donc c'est pourquoi, si la chose que j'ai reçue ou donnée est évincée par la suite, il est répondu qu'une action in factum doit être accordée. C'est une manière de dire qu'on ne pourra pas procéder comme dans le cas d'une vente. Si la chose vendue, acquise par l'acheteur est évincée, là, il a l'action de l'acheteur contre le vendeur. Oui. Mais là, comme on n'est pas dans le cadre d'une vente, il faut bien trouver un remède juridictionnel autre ou différent. Et là, on recourt à cette catégorie un peu fourre-tout, qui est l'action in factum, dont on parlera ultérieurement, qui permet de combler les lacunes qui peuvent exister dans la panoplie, l'arsenal des remèdes juridictionnels romains. Voilà. Oui, les actions civiles classiques de la vente ne s'appliquent pas. Ça s'applique pas. Paragraphe 2. Item emptio ac venditio nuda consentientium voluntate contraitur, permutatio autem ex re tradita initium obligationi praebet. Alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus, quod in is dum taxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in emptione venditione, locatione conductione mandato. Item, en outre, emptio ac venditio, le contrat de vente, contraitur se forme, nuda consentientium voluntate, par la seule volonté de ceux qui consentent, permutatio autem, l'échange en revanche, praebet fourni,
initium obligationi, le point de départ de l'obligation, ex re tradita, à partir de la chose livrée. Alioquin, autrement, si res non dum tradita sit, si la chose n'a pas encore été livrée, dicemus, nous devrions dire, obligationem constitui, que l'obligation se forme, nudo consensu, par le seul consentement, quod, ce qui, dum taxat receptum est, a été admis uniquement, in is, dans ces sous-entendus contrats, quae nomen suum habent, qui ont leur propre nom, ut in emptione venditione, comme dans le contrat de vente, locationne conductione, la location conductio, mandato, le mandat. Je me demande si, au début, quand il y a item emptio ac venditio, vous avez dit le contrat de vente, ce qui est parfaitement correct du point de vue du fond, mais comme les Romains distinguent bien deux opérations, parce qu'il y a deux actions différentes, il y a l'action pour le vendeur, je me demande s'il ne faudrait pas dire l'achat et la vente. À la limite, le contrat d'achat-vente, ce n'est pas une expression technique, mais ça correspond peut-être mieux au latin. J'en sais rien, c'est une question de choix. Quand on a à utiliser un texte, c'est un choix qu'on doit faire et expliquer à ses lecteurs, si c'est dans une thèse ou quelque chose comme ça. Voilà. Et l'autre chose, c'est un paragraphe qui vise à dire qu'une autre différence entre la vente et l'échange, c'est que la vente est une obligation simplement consensuelle, qui naît dès que les deux parties sont d'accord sur la chose et le prix, même si le prix n'est pas payé et si la chose n'est pas encore vendue, eh bien chacune des deux parties est obligée de livrer la chose et de payer le prix, même si rien ne s'est passé, alors que les obligations dans le contrat d'échange ne naissent que quand la chose a été livrée. Donc c'est un contrat réel. Et tout à coup, je regrette, mais je n'ai pas vérifié, est-ce qu'en droit français, aujourd'hui, le contrat d'échange est considéré comme un contrat consensuel ou comme un contrat réel? Je ne sais pas. Le nouveau Code civil, la réforme du Code civil en 2016 a dit que tous les contrats sont par principe consensuels. Donc la catégorie générale, c'est que c'est un contrat consensuel. Mais il faudrait vérifier comment on interprète le nouveau droit des obligations et comment on qualifie le contrat d'échange. Je n'ai pas vérifié. Donc, il le présente comme un contrat réel. Et à la fin, il y a les grands contrats consensuels du droit romain, l'achat, le louage, le mandat. Il manque la société. Là, Paul n'a pas jugé bon d'en parler. Est-ce qu'il faut traduire locatio conductio par louage ou est-ce qu'on garde... Moi, j'aurais tendance à dire location-conduction, mais évidemment, ça ne dit rien à un lecteur contemporain, à un lecteur d'aujourd'hui. Louage, c'est neutre, parce que, ou le contrat de louage, dans ce cas-là. Mais nous, on a fusionné les deux opérations dans le concept de louage. C'est un peu bancal, mais enfin, toutes les traductions sont un peu bancales. L'essentiel, c'est de dire le choix qu'on a fait et d'expliquer la traduction d'un passage qui est important. Voilà. Paragraphe 3. Ideoque pedius ait, alienam rem dantem, nullam contraere permutationem. Ideoque, et c'est pourquoi pedius ait, pedius dit, donc juriste romain de la fin du 1er siècle, début 2e siècle, dantem, celui qui donne, alienam rem, une chose appartenant à autrui, contraere, ne conclut, nullam permutationem, aucun échange. Donc, et c'est pourquoi Pedius affirme que celui qui donne une chose appartenant à autrui ne conclut pas un échange. Le sens de ideoque, c'est difficile parce que est-ce que ce paragraphe 3 est la suite logique du paragraphe précédent? Est-ce que c'est vraiment donc? Ou est-ce que c'est simplement un mot qui montre qu'on change de domaine, un peu, on change de... on bifurque dans la réflexion, je ne sais pas. Je ne vois pas vraiment le lien logique entre les deux. Oui. Peut-être qu'on a retranché une partie du texte. Peut-être aussi, oui, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être prendre une traduction un peu plus neutre que donc. Oui, merci. Paragraphe 4. Igitur ex altera parte traditione facta si alter rem nolit tradere non in hoc agemus ut res tradita nobis redatur sed in id quod interest nostra illam rem accepice de qua convenit
sed ut res contra nobis reddatur, conditioni locus est quasi re non secuta. Igitur, donc, ainsi, traditione facta, la livraison ayant été faite, ex altera parte, par l'une des parties, si alter, si l'autre, nolit ne veut pas, rem tradere livrer la chose, non agemus, nous n'agirons pas, in hoc ut res tradita, dans le but que la chose livrée, nobis reddatur, nous soit rendue, sed, mais, in id quod interest nostra illam rem accepice, pour ce qui correspond à notre intérêt d'avoir reçu cette chose, de qua convenit, sur laquelle il y avait accord, sed, mais, ut res pour que la chose, contra nobis reddatur, nous soit rendue en retour, condictioni locus est, il y a lieu à la condiction. Quasi, comme si, re non secuta, la chose n'avait pas suivi, ou comme si la contrepartie n'avait pas été fournie. Donc, ainsi, la livraison ayant été faite par l'une des parties, si l'autre ne veut pas livrer la chose, nous n'agirons pas en justice pour que la chose livrée nous soit rendue, mais pour ce qui nous importait d'avoir reçu la chose sur laquelle il y avait accord. Cependant, pour que la chose nous soit rendue en retour, il y a lieu à la condictio, comme si la contrepartie n'avait pas été fournie. C'est difficile parce que dans le même paragraphe, ils énoncent deux moyens d'action. Premier moyen d'action, on a une action en indemnité. On ne réclame pas la chose qu'on a livrée à la partie qui, elle, n'a pas livré la chose qu'elle s'était obligée à livrer. Et là, la première phrase nous dit qu'on ne peut pas récupérer la chose en nature, on peut demander une indemnité correspondant à tout l'intérêt qu'on avait d'obtenir la chose qu'on attendait. Et puis après, la dernière phrase, sed ut res contra, eh bien, c'est tout à fait un autre contexte. Là, on demande le retour de la chose par une condition. La condition, une chose ayant été donnée, une chose n'ayant pas été livrée, Oui. qui fait l'objet d'un titre dans le digeste. Donc, dans le même paragraphe, on commence, il faudrait trouver un moyen, c'est très difficile dans la traduction, d'annoncer que ce paragraphe va donner deux solutions juridiques différentes, concurrentes, optionnelles, et c'est l'avocat de la partie ou le demandeur qui devra choisir quel type d'action, ou bien l'action de l'échange, l'action in factum ou l'action praescriptis d'échange, ou alors la condition qui est là balisée, qui se trouve dans les livres du prêteur, etc. Mais il faut dire que deux choses contradictoires sont dites, parce qu'au début il dit non in hoc agemus ut res reddatur, sed ut res reddatur. Donc par les mêmes mots, il dit deux choses opposées. C'est une manière de dire, on peut faire ça, et si on décide quand même d'agir en reddition de la chose, on a la condition. Donc le futur agemus, ça veut dire en ligne générale, on fera ça, mais si vraiment nous voulons récupérer disons le bien qui a été livré, alors il faut la condition. Parce que la ligne de partage entre les actions balisées, repérées, certaines qui sont dans les du prêteur, et ces actions pour sanctionner des opérations un peu plus floues, eh bien, cette ligne, elle n'est pas très nette. Donc, les demandeurs pouvaient hésiter entre deux types de recours, ce qui arrive d'ailleurs dans les droits modernes aussi. Face à la même situation, on a quelquefois plusieurs moyens d'agir en justice. Et il faut choisir lequel. Très bien. On passe donc au fragment numéro 2. Paulus Libro Quinto ad Plautium, Paul au livre 5 de son commentaire de Plotius, qui est un juriste du 1er siècle. Aristoait, quoniam permutatio wikina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et non esse fugitium servum praestandum, qui ex ea causa daretur. Aristoait, Ariston dit, quoniam, étant donné que permutatio l'échange, wikina esset est proche, emptioni de la vente, quoque praestandum, il faut également garantir, servum que l'esclave, qui ex ea causa daretur, qui serait donné à ce titre, sanum est saint, furtis noxisque solutum, exempt de vol et de délit, et non esse fugitium, et n'est pas un fugitif.
Donc, Ariston affirme que, puisque l'échange est proche de la vente, il faut également garantir que l'esclave donné à ce titre est sain, exempt de vol et de délit, et n'est pas un fugitif. Vous voyez l'importance du verbe praestare chez les juristes. C'est répondre de, ça peut se traduire par garantir, répondre de, assumer une obligation et ainsi de suite. Et là, c'est... oui, pardon. Non, juste si on pouvait dire un mot d'Ariston. Oui. Ariston, autour de ça, c'est un ami et un correspondant de Pline, donc quelqu'un qui est assez bien attesté, assez bien... Trajan et Pline, quelqu'un de très haut rang social, évidemment, et très considéré. Et là, ce qui est étonnant, c'est vraiment très elliptique, c'est que en fait, on est dans la partie argumentatio, les cas un peu difficiles, selon l'hypothèse de M. Stagel. Et la question qui s'est posée, c'est en cas d'échange d'esclaves, je vous donne un esclave et vous m'en donnez un autre en échange d'un esclave. Eh bien, comme les juristes ont remarqué et ont affirmé que l'échange était très proche de la vente, là, ce que dit Ariston, c'est qu'on va, au fond, utiliser le régime général, le droit commun de la vente, dans le cas de l'échange. Et dans le droit de la vente, on considérait comme prévisible, normal, c'est très discuté pour la chronologie, on considérait comme prévisible que les vendeurs garantissent, j'allais dire implicitement, encore une fois la chronologie est très floue, mais garantissent que l'objet vendu, en l'occurrence un esclave, était sain, comme dans l'édit des édits de Curule, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de maladie cachée, pas de vice caché, etc., qu'il n'avait pas été fugitif, qu'il n'avait pas fui. Le vendeur était obligé de déclarer cela lorsque l'esclave l'avait fait, et que l'esclave n'avait pas commis un délit ou un crime qui risquait évidemment d'aboutir à l'expropriation de l'esclave par la victime du délit de l'esclave. Donc on considérait dans la vente que le vendeur était responsable, c'est ce qu'on appelle la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. On considérait que le vendeur était, j'allais dire automatiquement, même si on ne sait pas très bien quand cet automatisme a triomphé, mais peu importe, on considérait que le vendeur était responsable de tout ça. Et là, Ariston dit, eh bien, quand il y a eu un échange, on appliquera le même régime que dans le cas de la vente. C'est-à-dire que si l'esclave qui a été l'objet d'un échange se révèle être malade, se révèle avoir commis un crime ou se révèle avoir été fugitif, eh bien, on reviendra sur la vente et on pourra demander une indemnité à celui qui a livré l'esclave ainsi vicié. Donc c'est une extension, une intégration du régime de la vente dans le régime de l'échange. Très bien, merci beaucoup. Merci. Madame. Merci.